La rupture avec les antivaleurs. Depuis longtemps, on parle des antivaleurs, les antivaleurs. Les gens ont l'impression que non, rien ne se fait. Rien ne se fait, c'est du vent, on est en train de brasser du vent. Les antivaleurs, aujourd'hui, les antivaleurs continuent. Personne n'est sanctionné. Et nous allons aussi revenir sur la sanction parce que vous avez parlé de la sanction aussi. Et la lutte, la haute autorité de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude. Mais nous attendons que cette institution soit mise en place et que les décrets d'application aussi accompagnent aussi cette institution afin que tous ceux qui ont été mis en examen, tout ce que de loin ou de près, ils sont concernés par ces choses-là, par la fraude, par la corruption ou par la concussion, soient sanctionnés. Et sur la sanction, nous allons parler sur la sanction, vous avez dit les règles disciplinaires applicables aux agents de l'État. Oui, vous avez évoqué les règles disciplinaires. Mais nous attendons. Ça, de ce côté, je trouve que non, ben, ça a été bien dit. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est pas ce beau discours. Ce qui nous intéresse, c'est l'application. C'est sur le terrain. Parce que les Congolais veulent voir. Ils veulent évaluer l'impact de vos discours sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas que les discours soient faits, mais il faudrait qu'il y ait de l'impact. Donc, vous avez dit, il appartient à tout de même, pas au président de la République de prononcer de telles sanctions. Oui, il n'appartient pas au président. Mais le président de la République, à un moment donné, les Congolais ont besoin que vous devez montrer l'exemple. Vous êtes un père. Un père doit montrer de l'exemple. Tant que les Congolais ne verront pas de l'exemple venant du haut sommet, les gens vont toujours tergiverser. Si vous voulez que les gens ne puissent plus tergiverser, commencez, vous, président de la République, c'est vrai qu'il ne vous appartient pas à prononcer des sanctions, mais commencez à sanctionner aussi. Parce que le président de la République a le pouvoir de sanctionner ses ministres. Oui, c'est vous qui nommez les ministres. Mais tant que vous ne serez pas capable de sanctionner vos ministres, mais comment vous voulez que les Congolais lambda aussi puissent avoir le courage de sanctionner ceux qui sont en responsabilité? Vos collaborateurs ne sont pas sanctionnés. Le président peut sanctionner ses collaborateurs. Mais tant que vous n'allez pas montrer l'exemple à la population, ben je pense que dans tout ce que vous dites, il restera lettre morte. Voilà. Donc le président, commencez à montrer l'exemple aussi, à sanctionner aussi. Et vous verrez aussi que non, ça sera une chaîne et ça va s'en suivre. Et vous continuez. L'on observe beaucoup d'empressement à vouloir accéder à des postes de responsabilité dans les structures de l'État. Oui, ceux qui veulent accéder aux postes de responsabilité dans les structures de l'État, vous les invitez à sanctionner. Je veux dire une chose par rapport au problème de sanction. Nous avons vu dans notre pays des cas concrets. Il y a des gens qui ont été nommés, comme la Constitution vous confère le droit, de nommer à des postes de responsabilité civile ou militaire des hauts cadres. Mais quand ceux qui sont en responsabilité, ceux qui sont nommés, parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème dans notre pays, ceux qui ont été nommés par décret présidentiel, nous voyons très bien ce qui se passe. Ceux-là arrivent quand même à défier leur ministre de tutelle pour dire j'ai été nommé par décret présidentiel par le président de la République. Donc, pour eux, au Congo, être nommé par décret présidentiel confère une certaine immunité. Disons les choses. Quand le ministre Ibombo signe une note disant que l'actuel DG de la RPCE, conformément au texte en vigueur, doit laisser son poste de directeur général, il nomme un nouveau directeur général, le Premier ministre vient contredire la note du ministre de tutelle. Et vous voulez dire que non, on va sanctionner? Les exemples sont légion. Au CHU, pareil. Nous avons vu. À la télé Congo, pareil. Nous avons vu. Ceux qui sont nommés par décret présidentiel, non. Eux, ils s'en foutent de leur ministre de tutelle. Parce que pour eux, c'est le décret présidentiel qui compte. Parce qu'ils ont été nommés au conseil de ministres, parce qu'ils ont bénéficié de la confiance du chef de l'État. Maintenant, le ministre de tutelle, ils n'ont pas de compte à rendre au ministre de tutelle, et le ministre de tutelle ne peut pas non plus les sanctionner s'ils commettent des fautes. Voilà, c'est ce qui bloque l'administration aujourd'hui. Il faudrait que les Congolais sachent que oui,
être nommé par décret présidentiel ne confère en rien l'immunité. Ne te donne pas le droit d'être au-dessus de ton ministre de tutelle. Voilà. Il y a eu des cas. Il y a eu des enfants qui sont morts dans un commissariat à Chakona. Non. Le ministre, est-ce que le ministre de l'Intérieur peut sanctionner un directeur général de la police dans notre pays? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur peut sanctionner le directeur général de la police. Je ne pense pas que non, le ministre de l'Intérieur dans notre pays peut sanctionner un préfet ou un sous-préfet. Ou bien sanctionner un maire de la ville. Non. Et comment vous voulez parler de sanctions si les gens ont devant eux, ils ont le sentiment d'impuissance parce que celui qui a été nommé est du même village que le président de la République, celui qui a été nommé, disons les choses, est de la même confrérie que le président de la République, dans la même loge. Mais comment vous voulez que non? C'est pas parce qu'il faudrait que non, que les Congolais sachent que non, tout ce qui révèle, tout ce qui relève plutôt du culte, tout ce qui relève par exemple de la spiritualité, n'a rien à voir avec dans la gestion de l'État. Nous devons faire la part des choses. C'est pas parce qu'on est frère de lumière, fils de la veuve, que non, nous avons le droit de faire n'importe quoi. Non. C'est pas parce que non, je dis non. Être fils de la veuve ne te donne pas le droit de faire de n'importe quoi. Voilà. Et ça, les gens ont le sentiment d'impuissance. Ils ne peuvent pas sanctionner. Parce que c'est un frère. Le fait d'être frère ne confère en rien l'immunité. Voilà. Ce qui relève du sacré, du sacré. Ce qui relève du profane et du profane. Nous ne devons pas faire l'amalgame. Nous ne devons pas mélanger des choses. Et au Congo, nous mélangeons les choses. Et on ne peut pas parler de sanctions dans ce cas-là. Parler de sanctions. Oui, mais Sassou, vous avez dit, il ne relève pas au président de la République de parler de sanctions. Quand un ministre est mis en examen, quand il y a des journaux, bon, pas mis en examen, est accusé, parce qu'il y a beaucoup de ministres qui ont été accusés de détournement de fonds. C'est vrai, il y a la présomption d'innocence, mais l'honneur, la notion d'honneur que les Congolais ont perdue, l'honneur voudrait que le ministre démissionne pour aller préparer sa défense. Voilà, contre la justice. Après, il peut être réintégré. Rien ne l'empêche. Voilà. Mais ça n'a jamais été le cas dans notre pays. Il y a des ministres qui ont été accusés. Mais aujourd'hui, qui sont toujours ministres, qui sont aux affaires. Prenons le cas de Jean-Marc Tister Tikaya, le ministre des hydrocarbures. Il a été accusé de détournement de fonds. Aujourd'hui, il continue. Il est toujours ministre. Mais comment les gens peuvent avoir confiance en notre justice si ceux qui sont aux affaires, si les ministres ou les députés qui ont été accusés de détournement de fonds ne peuvent pas répondre à la convocation? Mais l'immunité, on peut élever l'immunité d'un député, d'un sénateur. Leur immunité peut être levée aussi. Un ministre qui a été accusé peut démissionner. Voilà, pour aller préparer le ministre, il n'a aucune immunité. Voilà, l'honneur voudra que non, un ministre qui a été accusé, qui a des soupçons, dont les soupçons de corruption pèsent sur lui, puisse démissionner pour aller préparer sa défense. Et ça n'a jamais été le cas dans notre pays. Et ça, le président de la République peut décider. C'est de votre ressort, en tant que président de la République ou du Premier ministre, de décider, de dire, bon, tel ministre est accusé de corruption, que ce ministre démissionne pour aller préparer sa défense. Parce que voilà, tant que la justice, les gens ne verront pas les puissants, les forts de ce pays être inquiétés aller se justifier, aller devant la justice, les Congolais auront le sentiment que non, la justice congolaise est aux ordres et personne ne fera confiance à cette justice-là. Donc on ne peut pas parler de sanctions, on ne peut pas parler des sanctions si les gens ne voient, si ceux qui sont aux affaires ne sont pas inquiétés, si la justice ne fait pas correctement son travail. Parce que les cas qui sont palpables sont légion dans notre pays. Il y a beaucoup de cas palpables qui sont légion dans notre pays, qui les gens ne sont pas sanctionnés. Aujourd'hui, nous le voyons. Hein, l'adjoint au maire de la ville de Brazzaville, monsieur Marius Okana, mais tenir des propos outrageux dans les réseaux sociaux, mais madame Inès Ngani Nefertiti, à cause des réseaux sociaux,
elle a été limogée du gouvernement, mais qu'est-ce qui empêche que non, l'audio qui circule dans les réseaux sociaux concernant l'échange entre monsieur Marius Okana, qui est l'adjoint au maire de la ville de Brazzaville, avec un activiste, et que ce monsieur soit sanctionné, rien n'empêche. Voilà. Pourquoi la politique d'un poids, deux mesures? Pourquoi? Voilà. Donc, je pense que non, au niveau des sanctions, il y a beaucoup de choses à dire. Ceux qui sont nommés par décret présidentiel, ils se disent que oui, j'ai été nommé par décret présidentiel, donc j'ai l'immunité, donc le ministre de tutelle ne peut pas me sanctionner. Et ça, les ministres aussi ont le sentiment d'impuissance. Mais tant que les choses ne seront pas bien expliquées, et que le président nomme tout et n'importe quoi aussi par le décret présidentiel et au conseil des ministres, c'est ça aussi la pagaille. Non, le discours du président Sassou, je l'ai résumé en deux. Il y a la partie de la paix, qui englobe tout ce que nous avons dit précédemment, et maintenant la partie de la jeunesse. Et pour la partie de la jeunesse, il parle de l'employabilité. Voilà. Il ne suffit pas de parler des mots, mais aujourd'hui, les gens, les jeunes ont besoin de l'emploi. Mais l'emploi des jeunes, il faudrait que les jeunes soient formés. L'employabilité, il faudrait mettre les mécanismes et les conditions qui permettent à ce que les jeunes soient formés et que les jeunes aussi soient intégrés aussi dans le système aussi. Voilà ce qui fait le défaut dans notre pays. Les jeunes constituent 60% de la population. Mais c'est énorme. Regardez le paradoxe qui existe. L'Europe est un vieux continent. En Europe, la population européenne est plus vieillissante que jeune. Il y a plus de vieux en Europe qu'en Afrique. Mais en Europe, il y a plus de les dirigeants, ils sont tous jeunes, la plupart des cas, par rapport à l'Afrique. Et c'est exactement, prenons le cas du Congo, 60% de la population congolaise, elle est jeune. Mais ceux qui nous dirigent, il n'y a pas de ces jeunes-là. Aujourd'hui, les institutions ne reflètent pas la réalité sur place sur le terrain. Il ne suffit pas de parler seulement de l'employabilité des jeunes, mais il faudrait que les jeunes aussi accèdent aussi aux responsabilités dans notre pays. Combien de jeunes Congolais sont diplomates, sont ambassadeurs? Combien de jeunes sont ambassadeurs? Combien de jeunes occupent des postes de responsabilité dans notre pays, dans les directions générales, partout? Voilà. Les Congolais, il faudrait que ceux qui nous dirigent, l'image de la société, regardez ce qui fait le dynamisme rwandais. Mais regardez au Rwanda. Les jeunes sont en responsabilité. Mais aussi longtemps que les jeunes Congolais ne seront pas en responsabilité, le pays ne sera pas là. À un moment donné, il y a un âge donné où on estime que l'homme a atteint le summum de ses capacités. Il ne peut plus produire le meilleur de lui-même. Vous n'allez pas me dire que non, que quelqu'un qui a 80 ans a le même rendement, même au niveau de la mécanique, on parle de rendement. Toute chose, il y a un rendement. Le rendement de quelqu'un qui a 80 ans et le rendement d'un jeune de 30 ans, c'est pas la même chose. Regardez un pays comme la Finlande. Aujourd'hui, la Finlande vient d'avoir une première ministre, une femme de 34 ans. Regardez le président en France, avec le président Macron. Et regardez l'Éthiopie, par exemple. Je veux parler de l'Éthiopie. Abiy Ahmed, l'actuel premier ministre de l'Éthiopie. Regardez. C'est pas pour rien qu'il vient de remporter le prix Nobel de la paix. Mais combien de jeunes Congolais sont aux affaires, ils sont en responsabilité? Ils sont combien? Vous ne pouvez pas parler des jeunes, de la politique, il n'y a pas que l'emploi, mais il faudrait aussi que non, il y a des jeunes qui sont formés. Il y a des Congolais qui sont à l'étranger, qui sont formés, qui sont jeunes, qui ont la capacité aujourd'hui de diriger les institutions dans notre pays. Mais non, au Congo, il y a toujours les mêmes personnes, les mêmes vieux, ils sont toujours là. Quelqu'un qui est ambassadeur pendant 20 ans, 30 ans. Nous avons les mêmes ambassadeurs pendant 20 ans, 30 ans. Prenons un cas concret. Le directeur général du Trésor public, M. Albert Ngondo. Quelqu'un qui a dépassé l'âge de la retraite aujourd'hui, Albert Ngondo est toujours directeur général des impôts, du Trésor public. Alors qu'il y a des jeunes Congolais, des jeunes cadres Congolais qui peuvent occuper ce poste. Il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui ont déjà atteint l'âge de la retraite,
qui devaient être en retraite déjà, qui continuent à œuvrer. Pourquoi? C'est parce que l'État congolais n'a pas eu le temps de former les jeunes. Et ça, c'est de la discrimination. Et ça, les Congolais ne seront jamais en paix, aussi longtemps que non, ces discriminations ne seront pas résolues. Ceux qui sont aux affaires, ils ont eu le temps de préparer leurs enfants. Vous avez préparé vos enfants avec l'argent de l'État congolais, parce que vous, parents, vous êtes servis copieusement dans les caisses de l'État congolais, vous avez offert un bon avenir à vos enfants et des bonnes formations à vos enfants pour que vos enfants vous remplacent demain et que les autres, vous avez détruit l'école dans notre pays, vous avez tout détruit dans notre pays pour que vos enfants prennent la relève. Et ça, nous disons que c'est inadmissible. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Sassou, il a préparé ses enfants, Kolela, ses enfants, et ainsi de suite. Et là, je venais de lire, il y a la banque Bruno Itoa, il vient de placer son enfant à la banque sino-congolaise, et ainsi de suite. C'est une dynastie, quoi. Donc, ceux qui sont aux affaires, ceux qui ont été aux affaires, on le voit, Madame Ingrid Ebuka Babakas, le papa a été aux affaires, les enfants continuent, Arlette Soudan Nolo, pareil, les parents ont été aux affaires, aujourd'hui, c'est les enfants qui continuent, et ainsi de suite. Donc, voilà, vous faites un empire entre vous et vos enfants, pour que ce soit seulement vous et vos enfants, vous avez tout détruit des autres, pour que les autres enfants n'aient pas la possibilité de bien étudier, n'aient pas la possibilité de vivre dans les bonnes conditions, pour que demain, comme c'est maintenant une dynastie que vous avez instaurée au Congo, pour que vos enfants viennent régner à la place des autres, de tout le monde. Mais nous disons que non. Et ça, vous n'avez jamais créé des conditions de la paix. Il n'y aura jamais de paix dans ces conditions similaires. Pour qu'il y puisse avoir paix, il faudrait aussi que les Congolais, les jeunes, et puis tout le monde aient la chance d'accéder aux affaires. Ceux qui ont des diplômes, voilà, ceux qui ont des capacités puissent accéder aux affaires. Si vous voulez voir le dynamisme dans notre pays, il faudrait que non, que vous fassiez monter, que vous donnez des responsabilités aux jeunes. Et aujourd'hui, nous voyons le dynamisme de l'Éthiopie. Le nouveau Premier ministre éthiopien, c'est un jeune. Beaucoup, nombreux d'entre nous au Congo aujourd'hui, qui sont des gens qui sont retraités, qui devaient aller à la retraite, qui continuent aujourd'hui à diriger. Parce que les jeunes, on veut dire que non, il n'y a pas de jeunes maintenant, mais il y a des jeunes. Le Congo a des hommes. C'est parce que au niveau du pouvoir, il y a une mauvaise politique de management. Il y a une mauvaise politique des ressources humaines. La pauvre venait les jeunes qui sont au PCT. Mais on le voit, le PCT, ils n'arrivent même pas à accéder aux affaires. Parce qu'on estime que non, ils n'ont pas été formés. Comment? Alors que les Sassou, eux aussi, ils ont bénéficié de cette chance. Ils ont été très jeunes aux affaires. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas partir. 20 ans, 30 ans ministre, 20 ans, 30 ans député, 20 ans, 30 ans sénateur, 20 ans, 30 ans diplomate, ambassadeur, tout ça. Mais qu'en est-il maintenant des autres jeunes? Vous parlez de l'emploi des jeunes, mais oui, il y a beaucoup de places. Les statistiques nous le disent. Il y a beaucoup dans l'administration congolaise, il y a beaucoup de personnes qui doivent aller en retraite. Il faut que modifier l'âge, les âges, tout le temps. Il faut que diminuer l'âge, il faut que diminuer leur âge, il faut que diminuer leur âge. Mais non. Non, il faut que diminuer l'âge. Et les jeunes aujourd'hui sont désœuvrés. Il ne suffit pas de parler des problèmes des jeunes, mais les jeunes, il faut donner des responsabilités aux jeunes. Dans la diaspora, il y a des jeunes qui ont des diplômes et des jeunes qui ont des responsabilités ici dans la diaspora, qui sont aussi capables aussi de diriger, de faire aussi des grandes choses aussi dans l'administration. Il ne suffit pas seulement de donner des postes politiques, non, mais dans l'administration aussi, dans les entreprises, partout qu'il y ait des jeunes, voilà, qui puissent œuvrer. Comme au Rwanda, Kagame a fait appel à la jeunesse. Kagame est entouré des cadres. Et c'est ce qui fait que le Rwanda avance. Les jeunes là, les jeunes talents rwandais partout dans le monde sont rentrés dans le pays. Ils sont en train d'œuvrer pour le pays et nous voyons les résultats spectaculaires. Abiy Ahmed, le nouveau premier ministre d'Éthiopie, nous le voyons. Un jeune avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'ambition. Et voilà aujourd'hui, là où se trouve l'Éthiopie aujourd'hui. Le Congo, non, nous avons toujours eu les mêmes personnes. 30 ans, 40 ans, même ministres. Et les résultats sont où? Les résultats sont nulle part. On est nulle part. Congo, pays émergent d'ici 2025. Dans 5 ans, nous serons dans 2025. Nous sommes, aujourd'hui, notre pays, on n'a pas encore l'eau, l'électricité en permanence. Il n'y a pas encore les transports adéquats dans notre pays. On a encore des difficultés aujourd'hui, alors que non, il y avait des choses que non, on devait avoir depuis.
Les Congolais aujourd'hui souffrent encore de problèmes d'eau, d'électricité, tout ça, alors que non, c'est des choses qui devaient être résolues depuis longtemps. Et ce sont les mêmes qui sont toujours aux affaires. Et comment vous voulez que non, on puisse parler de paix? Il ne peut pas y avoir paix. Les jeunes sont désœuvrés. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas la faute à la jeunesse. Et le président, il parle des phénomènes de Koulouna. Oui, il y a des Koulouna, tout ça. Mais les Koulouna, pourquoi il y a des bébés noirs? Mais c'est parce que ces jeunes-là sont désœuvrés. Vous donnez la responsabilité aux parents. Mais mettez-vous aussi à la place des parents aussi. C'est pour ça que je dis Sassou et son gouvernement, ils ne sont pas des Congolais. Parce que s'ils étaient des Congolais, si réellement que Sassou était un Congolais, il devait comprendre que non, la misère dans laquelle les populations, les familles se trouvent aujourd'hui dans notre pays. Un papa qui n'a même plus, un papa qui a des difficultés financières, qui n'est même pas payé, qui est retraité ou par exemple, qui n'est même pas payé, ou bien celui qui est fonctionnaire, qui n'est même pas payé. Comment vous voulez que non, qu'il puisse bien éduquer ses enfants? Du moment où il est incapable. Pour nourrir, il y a des familles où pour nourrir les enfants, les filles sont obligées d'aller se prostituer, faire la prostitution pour ramener de l'argent, pour pouvoir se nourrir. Et vous voulez, comment vous voulez responsabiliser les parents dans ce moment-là? Mais si vous voulez que les parents soient responsables, donnez-leur les moyens. Les salaires, ce sont des dus. C'est un devoir de l'État de payer des salaires. Il n'y a pas à se réjouir, c'est une obligation. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, on parle de la délinquance juvénile, mais c'est entretenu sciemment par le pouvoir en place. C'est votre irresponsabilité, c'est à vous qui êtes aux affaires, c'est vous qui avez échoué. Mes chers compatriotes, c'est vous qui avez échoué. Donnez les moyens, mettez les moyens. Vous parlez de l'employabilité, vous parlez, mais il faudrait que non, nous l'avons dit. Il faut réformer l'accent dans notre pays pour donner à la jeunesse l'occasion de se former. Donner à la jeunesse l'occasion de se former. Voilà. D'avoir de bonnes écoles. D'aller à l'école. D'apprendre des métiers. Dans notre pays, depuis le système communiste, nous avons mis l'accent sur la littérature, sur les matières littéraires, sur l'enseignement général. Aujourd'hui, l'État doit mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. Mais tout ceci, il y a un coût. Il y a un coût. Il faut réduire le budget de l'armée pour pouvoir augmenter le budget de l'éducation. Voilà. Et sur ce, le gouvernement a échoué sur toute la ligne. Le gouvernement de Sassou a échoué sur toute la ligne. Il dit dans son discours sur l'état de la nation, dans notre pays, la demande sociale appelle à l'intensification de la lutte contre la pauvreté, le chômage, la marginalisation et l'exclusion. Les attentes du peuple. Voilà. Sassou, il fait des beaux discours. C'est des beaux discours, des belles phrases. Mais sur le terrain, concrètement, les gens ils voient autre chose. C'est l'opposé de ce que Sassou dit dans ses discours que les Congolais expérimentent au quotidien. Il ne suffit pas seulement de faire un journal, de parler de la demande sociale, appel à l'intensification de la lutte contre la pauvreté. Mais c'est quoi? Il faudrait que les Congolais ne savent pas, ne connaissent pas la politique de lutte contre la pauvreté. Notre pays, je peux dire aujourd'hui le Congo, 80%, les statistiques nous le disent. Aujourd'hui, la plupart des Congolais ont du mal, ils survivent avec $1 par jour. Moins de $1 par jour. Vous vous rendez compte? La lutte contre la pauvreté devait être le cheval de bataille de ce gouvernement. Mais ce n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvreté. Comment vous voulez que les gens qui souffrent de pauvreté, qui sont pauvres, qui ont du mal à rendre les deux bouts, soient en paix? Aussi longtemps que il y aura la pauvreté dans notre pays, les Congolais ne seront jamais en paix. La notion, Sassou pourra beau faire des discours, crier paix, 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 il n'y aura pas la paix. Et ce qui m'étonne, ce qui m'intrigue aussi, il le reconnaît très bien, il le dit lui-même dans ses discours, il lie la notion de paix avec aussi la pauvreté. Tant que les gens seront pauvres, tant que les gens auront des difficultés de plusieurs ordres, les Congolais ne seront jamais en paix. Il parle du paiement des bourses des étudiants, des pensions de retraite. Oui, mais aujourd'hui nous voyons, les étudiants ont du mal à joindre les deux bouts. Plus de 48 mois d'arriérés de pension. Aujourd'hui, nos parents qui sont retraités au Congo ont du mal. Et les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé à la SNCS, aujourd'hui, ils ont du mal à percevoir leur pension.
Et comment vous voulez que les gens soient en paix du moment où l'État n'honore pas ses engagements vis-à-vis de sa population? Et pourtant, il le relève très bien dans son discours. Il parle des paiements des bourses des étudiants. Les étudiants qui ont été envoyés à Cuba, en Ukraine, en Russie et partout, les étudiants qui triment, les étudiants qui ont du mal. Je ne sais pas, il y a les fêtes de fin d'année qui s'approchent aujourd'hui. Je ne sais pas si l'État a payé la bourse des étudiants, surtout pour les étudiants congolais qui sont à l'étranger. Et comment vous voulez que les gens soient en paix du moment où, même pour percevoir leur bourse, c'est dur. Les gens ont du mal à vivre, à joindre les deux bouts, surtout les étudiants. Ayant le sens de responsabilité, vous avez pris les enfants que vous avez envoyés à l'étranger étudier, loin de leur famille, mais l'État n'arrive pas à honorer ses engagements. Y compris aussi la Fondation Perspective d'Avenir, qui a pris des engagements pour envoyer les étudiants congolais étudier au Maroc, en Tunisie et ailleurs, mais qui aujourd'hui est incapable aujourd'hui d'honorer ses engagements. Et voilà qu'aujourd'hui, que beaucoup des étudiants, nous avons vu des images, des étudiants qui dormaient devant l'ambassade, les étudiants qui ont été tabassés, agressés par les policiers marocains, ceux de Cuba ont été agressés par des policiers cubains. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que l'État congolais est un État irresponsable. L'État congolais n'a pas été en capacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de sa population. Et comment que Sassou peut parler de paix si aujourd'hui l'État n'a pas la capacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de sa population? Donc voilà un peu par rapport, toujours par rapport à la notion de paix. Il parle de l'amélioration graduelle des finances publiques. Oui, parce que pour Sassou aujourd'hui, tout ce que le Congo vit aujourd'hui, c'est parce que c'est la crise. On veut aujourd'hui imputer les difficultés de notre pays par la crise. Mais non, mais la crise, elle est due à cause de quoi? La crise ne vient pas du ciel. La crise est due à cause de la mauvaise gestion. Le pays a été très mal géré. Il faudrait qu'il le reconnaisse. Nous, on pensait que non, dans son discours sur l'état de la nation, il devait le reconnaître, mais il l'a pas reconnu. Et tous les citoyens congolais aujourd'hui, nous savons très bien que le pays a été très mal géré. C'est la mauvaise gestion qui a fait que non, aujourd'hui, que notre pays soit en crise. Aujourd'hui, nous pouvons dire où sont passés l'argent des générations futures. Les fameux 14 000 milliards. Où sont passés les fameux 14 000 milliards? Aujourd'hui, aucun membre du gouvernement, ce pouvoir, ni le parti politique qui est aux affaires, le PCT, est capable aujourd'hui de nous dire où sont passés l'argent des générations futures. Donc voilà, donc nous attendons toujours l'amélioration graduelle des finances publiques. Il a parlé de l'appui financier de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Oui, toutes ces institutions ont aidé le Congo, sont en train d'aider le Congo pour que le pays puisse arriver à stabiliser ses finances, ses dépenses publiques. Mais pour arriver à ça, il faudrait qu'il y ait des réformes. Nous n'avons jamais arrêté de dire que non, sans les réformes, le Congo ne pourra jamais changer, le Congo ne pourra jamais se développer. Il faudrait des réformes. Il faudrait réformer en profondeur l'État. Il faut réduire le train de vie de l'État. On n'a pas arrêté de le dire. Le Congo pouvait très bien surmonter la crise financière, économique et financière aujourd'hui en réduisant seulement le train de vie de l'État. Et je vais embrayer, Sassou aujourd'hui, il s'est rendu à la COP25 à Madrid. Mais je me demande, et si le président de la République a connu les résultats, les conclusions de la COP25 à Madrid? Tout le monde, tous les médias reconnaissent qu'aujourd'hui que la COP25 a été un fiasco. La COP25 a été un fiasco. La preuve en est, la plupart des chefs d'État, des grands chefs d'État, ne se sont même pas déplacés à Madrid. Et quand on voit le coût de déplacement de ce voyage à Madrid, et avec tous ces scénarios qui s'est passé en Espagne, il y a de quoi se demander, est-ce que ça valait la peine à Denis Sassou Nguesso, avec une forte délégation, de se rendre en Espagne pour aller faire du tourisme? Toutes ces dépenses, au lieu de réduire les dépenses publiques, on continue que seulement à s'enfoncer dans les dépenses publiques. Mais on peut pas résoudre le problème de la dette en continuant, en faisant recours à l'endettement. J'ai jamais vu nulle part au monde où on résout le problème de la dette en allant emprunter encore davantage. Voilà. Donc voilà, les infrastructures de base, les voies de transport terrestre, routes,
Les infrastructures de base. Aujourd'hui, le pays, nous avons connu les prêts chinois avec la banque Exim Bank qui nous a prêté beaucoup d'argent et que nous avons vu le travail que les grands travaux ont fait aujourd'hui, mais tout est bâclé. Tout est bâclé. Et le président nous a parlé de la route au Bouya, au Bundi, au Koyo, frontière du Gabon. J'ai déjà emprunté. J'ai eu le privilège, quand j'étais au pays, en 2015, de faire cette route de Okoyo jusqu'à la frontière du Gabon. Oui, j'ai fait cette route. Je connais l'état de cette route. C'est une belle route. Malheureusement, tout le long de la route, nous avons vu, il n'y a rien. C'est la plaine, il n'y a rien jusqu'à la frontière du Gabon. Et je pense pas, c'est une route moins fréquentée parce que il n'y a aucune unité de production tout au long de la route. Voilà. Il suffit pas, je suis pas contre cette politique d'urbanisation, mais il faudrait faire des études au préalable. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des investissements. Et quand est-ce qu'il y aura un retour à l'investissement aujourd'hui? On fait des routes, mais il faudrait qu'on fasse des routes solides. Les routes qui tiennent qui tiennent. Par rapport aux intempéries, on doit tenir compte aussi de dans la zone géographique et climatique dans laquelle on se trouve pour faire des routes durables. Voilà. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons vu ce que les grands travaux nous ont fait. Tout a été bâclé. Les routes bâclées aujourd'hui, les pluies diluviennes sont en train de démontrer que non, tout ce qui avait été fait, ça a été conçu que sur du vent. Ce n'est que sur du vent. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, les infrastructures de base, c'est bien beau de faire des infrastructures de base, mais les infrastructures de base qui doivent tenir. La route au Bouya, Bunji, la route au Bouya, Bunji, au Koyo, frontière du Gabon. J'ai fait cette route-là. J'ai fait la route numéro 1. J'ai fait aussi la route du Mayombe aussi, de Dolisie jusqu'à Pointe-Noire. C'est bien beau, mais je pense que non, on pouvait faire mieux. Et jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a même pas une autoroute. Bouya n'a pas été capable, les grands travaux n'ont pas été capables de nous offrir même une autoroute dans notre pays. Ça, c'est inadmissible en plein 21e siècle. Le Congo, le réseau, d'ailleurs, il a dit dans son discours, nous allons continuer à le décortiquer, nous allons voir que la vétusté du réseau routier congolais, sur 15 000 kilomètres de voies routières, le Congo n'a bitumé que 10%. Voilà, à peu près 1500 kilomètres. Et tout le reste, c'est des pistes. Alors que non, aujourd'hui, la technologie est très développée, évoluée. Aujourd'hui, au lieu de privilégier les aéroports, qui, aujourd'hui, le transport aérien connaît un grand coût, aujourd'hui, non, on a préféré faire des aéroports partout. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les aéroports qui ne sont même pas fréquentés. Et les aéroports qui, demain, qui sont appelés à se dégrader parce que voilà, on n'a pas prévu non plus le coût de l'entretien, de la maintenance des infrastructures aéroportuaires et demain, ce sera encore préjudiciable pour notre économie. Voilà. À la place d'aéroports, au lieu de nous faire des autoroutes pour relier tous les départements du Congo entre eux et la capitale aussi, pour permettre une grande fluidité des marchandises, des déplacements et des biens. Non, on nous a fait des aéroports, on nous a vanté l'importance des aéroports, mais aujourd'hui, prenons le cas de l'aéroport de Lombo, mais l'aéroport de Lombo ne sert à rien, si ce n'est que le chef de l'État et de sa famille, quand ils sont dans la partie septentrionale, quand ils sont à Oyo, quand ils vont à Oyo, qu'ils prennent des avions, mais sinon, aucune compagnie aérienne nationale ne dessert l'aéroport de Lombo, ainsi que les autres aéroports, que ce soit l'aéroport de Djambala, ils ont fait à Sibiti, ils ont fait encore l'aéroport Djambala, Sibiti, dans d'autres chefs-lieux, les aéroports qui ne servent absolument à rien du tout, parce qu'à côté de Lombo, il y a l'aéroport de Wando, ainsi de suite. Donc voilà un peu, c'était pas une bonne politique. Nous l'avons dit très bien que les grands travaux, c'était un concept noble, mais sur l'application, franchement, l'application, ça n'a pas été vraiment une réussite. Donc, nous appelons aussi à l'évaluation aussi de la politique des grands travaux. Donc, nous allons continuer. Il parlait de la dégradation des réseaux routiers, la vulnérabilité de notre système d'entretien routier. Je l'ai dit, et l'intervention du génie militaire. Mais oui, effectivement. Aujourd'hui, nous avons une armée. Le Congo n'est pas agressé. Nous ne sommes pas en froid avec nos voisins. Je pense que le corps du génie militaire doit œuvrer. Pas que le génie, mais toute l'armée. On doit intéresser l'armée au développement du pays. L'armée congolaise aujourd'hui, l'État dépense beaucoup d'argent pour l'armée.
l'armée qui ne sert à rien du tout. La pauvre Hélène Sassou dépense le budget de la garde républicaine, dépasse même le budget de l'éducation nationale et de la santé. Mais comment vous voulez que les choses changent? Comment vous voulez que que le Congo puisse se développer si aujourd'hui, dans les secteurs qui sont clés, les secteurs porteurs d'avenir, d'espoir, sont abandonnés au profit de l'armée? Nous ne refusons pas. Moi, j'ai toujours dit, c'est de notre devoir d'avoir une armée solide, forte. D'ailleurs, j'avais même proposé, je le dis aujourd'hui, que non, de mettre en place un système de service militaire obligatoire comme en Israël. Je me suis inspiré du système de sécurité israélien. Je pense que non, dans le contexte géopolitique actuel, le Congo peut s'inspirer du système de défense israélien. Voilà, je trouve que c'est un système de défense très efficace de mettre en place le service militaire obligatoire. Parce que je pense que dans cette proposition, cette proposition trouve son compte. Dans la mesure où, même au niveau, quand je vais embrayer aussi le problème de la jeunesse, mais il faut intéresser les jeunes. Il faudrait intéresser les jeunes aussi. Il faudrait mettre en place un service militaire obligatoire. L'amour de la patrie. Les Congolais aujourd'hui ont perdu l'amour de la patrie. Mais pourquoi? Mais c'est parce que ceux qui sont en responsabilité, aujourd'hui, se comportent comme des étrangers. Ceux qui sont en responsabilité, ils nous montrent que non, ils ne sont pas Congolais, ils n'aiment pas le pays. Donc voilà un peu, nous allons... Il dit dans son discours sur l'état de la nation, dans notre pays, la demande sociale appelle à l'intensification de la lutte contre la pauvreté, le chômage, la marginalisation et l'exclusion. Les attentes du peuple, voilà. Sassou, il fait des beaux discours. C'est des beaux discours, des belles phrases, mais sur le terrain, concrètement, les gens ils voient autre chose. C'est l'opposé de ce que Sassou dit dans ses discours que les Congolais expérimentent au quotidien. Il suffit pas seulement de faire un journal, de parler de la demande sociale, appel à l'intensification de la lutte contre la pauvreté. Mais c'est quoi? Il faudrait que les Congolais ne savent pas, ne connaissent pas la politique de lutte contre la pauvreté. Notre pays, je peux dire aujourd'hui le Congo, 80%, les statistiques nous le disent. Aujourd'hui, la plupart des Congolais ont du mal, ils survivent avec $1 par jour. Moins de $1 par jour. Vous vous rendez compte? La lutte contre la pauvreté devait être le cheval de bataille de ce gouvernement. Mais ce n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvreté. Comment vous voulez que les gens qui souffrent de pauvreté, qui sont pauvres, qui ont du mal à rendre les deux bouts, soient en paix? Aussi longtemps que il y aura la pauvreté dans notre pays, les Congolais ne seront jamais en paix. La notion, Sassou pourra beau faire des discours, crier paix, 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 il n'y aura pas la paix. Et ce qui m'étonne, ce qui m'intrigue aussi, il le reconnaît très bien, il le dit lui-même dans ses discours, il lie la notion de paix avec aussi la pauvreté. Tant que les gens seront pauvres, tant que les gens auront des difficultés de plusieurs ordres, les Congolais ne seront jamais en paix. Il parle du paiement des bourses des étudiants, des pensions de retraite. Oui, mais aujourd'hui nous voyons, les étudiants ont du mal à joindre les deux bouts. Plus de 48 mois d'arriérés de pension. Aujourd'hui, nos parents qui sont retraités au Congo ont du mal. Et les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé à la SNCS, aujourd'hui, ils ont du mal à percevoir leur pension. Et comment vous voulez que les gens soient en paix du moment où l'État n'honore pas ses engagements vis-à-vis de sa population? Et pourtant, il le relève très bien dans son discours. Il parle des paiements des bourses des étudiants. Les étudiants qui ont été envoyés à Cuba, en Ukraine, en Russie et partout, les étudiants qui triment, les étudiants qui ont du mal. Je ne sais pas, il y a les fêtes de fin d'année qui s'approchent aujourd'hui. Je ne sais pas si l'État a payé la bourse des étudiants, surtout pour les étudiants congolais qui sont à l'étranger. Et comment vous voulez que les gens soient en paix du moment où, même pour percevoir leur bourse, c'est dur. Les gens ont du mal à vivre, à joindre les deux bouts, surtout les étudiants. Ayant le sens de responsabilité, vous avez pris les enfants que vous avez envoyés à l'étranger étudier, loin de leur famille, mais l'État n'arrive pas à honorer ses engagements, y compris aussi la Fondation Perspective d'Avenir, qui a pris des engagements pour envoyer les étudiants congolais étudier au Maroc, en Tunisie et ailleurs, mais qui aujourd'hui est incapable aujourd'hui d'honorer ses engagements. Et voilà qu'aujourd'hui, que beaucoup des étudiants, nous avons vu des images, des étudiants qui dormaient devant l'ambassade.
les étudiants qui ont été tabassés, agressés par les policiers marocains, ceux de Cuba ont été agressés par des policiers cubains. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que l'État congolais est un État irresponsable. L'État congolais n'a pas été en capacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de sa population. Et comment que Sassou peut parler de paix si aujourd'hui l'État n'a pas la capacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de sa population? Donc voilà un peu par rapport, toujours par rapport à la notion de paix. Il parle de l'amélioration graduelle des finances publiques. Oui, parce que pour Sassou aujourd'hui, tout ce que le Congo vit aujourd'hui, c'est parce que c'est la crise. On veut aujourd'hui imputer les difficultés de notre pays par la crise. Mais non, mais la crise, elle est due à cause de quoi? La crise ne vient pas du ciel. La crise est due à cause de la mauvaise gestion. Le pays a été très mal géré. Il faudrait qu'il le reconnaisse. Nous, on pensait que non, dans son discours sur l'état de la nation, il devait le reconnaître, mais il ne l'a pas reconnu. Et tous les citoyens congolais aujourd'hui, nous savons très bien que le pays a été très mal géré. C'est la mauvaise gestion qui a fait que non, aujourd'hui, que notre pays soit en crise. Aujourd'hui, nous pouvons dire où sont passés l'argent des générations futures. Les fameux 14 000 milliards. Où sont passés les fameux 14 000 milliards? Aujourd'hui, aucun membre du gouvernement, ce pouvoir, ni le parti politique qui est aux affaires, le PCT, est capable aujourd'hui de nous dire où sont passés l'argent des générations futures. Donc voilà, donc nous attendons toujours l'amélioration graduelle des finances publiques. Il a parlé de l'appui financier de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Oui, toutes ces institutions ont aidé le Congo, sont en train d'aider le Congo pour que le pays puisse arriver à stabiliser ses finances, ses dépenses publiques. Mais pour arriver à ça, il faudrait qu'il y ait des réformes. Nous n'avons jamais arrêté de dire que non, sans les réformes, le Congo ne pourra jamais changer, le Congo ne pourra jamais se développer. Il faudrait des réformes. Il faudrait réformer en profondeur l'État. Il faut réduire le train de vie de l'État. On n'a pas arrêté de le dire. Le Congo pouvait très bien surmonter la crise financière, économique et financière aujourd'hui en réduisant seulement le train de vie de l'État. Et je vais embrayer, Sassou aujourd'hui, il s'est rendu à la COP25 à Madrid. Mais je me demande, et si le président de la République a connu les résultats, les conclusions de la COP25 à Madrid. Tout le monde, tous les médias reconnaissent qu'aujourd'hui que la COP25 a été un fiasco. La COP25 a été un fiasco. La preuve en est, la plupart des chefs d'État, des grands chefs d'État ne se sont même pas déplacés à Madrid. Et quand on voit le coût de déplacement de ce voyage à Madrid, et avec tous ces scénarios qui s'est passé en Espagne, il y a de quoi se demander, est-ce que ça valait la peine à Denis Sassou Nguesso, avec une forte délégation, de se rendre en Espagne pour aller faire du tourisme. Tous ces dépenses, au lieu de réduire les dépenses publiques, on continue que seulement à s'enfoncer dans les dépenses publiques. Mais on peut pas résoudre le problème de la dette en continuant, en faisant recours à l'endettement. J'ai jamais vu nulle part au monde où on résout le problème de la dette en allant emprunter encore davantage. Voilà. Donc voilà, les infrastructures de base, les voies de transport terrestre, routes, les infrastructures de base. Aujourd'hui, le pays, nous avons connu les prêts chinois avec la banque Exim Bank qui nous a prêté beaucoup d'argent et que nous avons vu le travail que les grands travaux ont fait aujourd'hui, mais tout est bâclé. Tout est bâclé. Et le président nous a parlé de la route au Bouya, au Bundi, au Koyo, frontière du Gabon. J'ai déjà emprunté, j'ai eu le privilège quand j'étais au pays en 2015 de faire cette route de Okoyo jusqu'à la frontière du Gabon. Oui, j'ai fait cette route, je connais l'état de cette route. C'est une belle route. Malheureusement, tout le long de la route, nous avons vu, il n'y a rien. C'est la plaine, il n'y a rien jusqu'à la frontière du Gabon. Et je pense pas, c'est une route moins fréquentée parce que il n'y a aucune unité de production tout au long de la route. Voilà. Il suffit pas, je suis pas contre cette politique d'urbanisation, mais il faudrait faire des études au préalable. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des investissements. Et quand est-ce qu'il y aura un retour à l'investissement aujourd'hui? On fait des routes, mais il faudrait qu'on fasse des routes solides. Les routes qui tiennent
par rapport aux intempéries, on doit tenir compte aussi de dans la zone géographique et climatique dans laquelle on se trouve pour faire des routes durables. Voilà, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons vu ce que les grands travaux nous ont fait. Tout a été bâclé. Les routes bâclées aujourd'hui, les pluies diluviennes sont en train de démontrer que non, tout ce qui avait été fait, ça a été conçu que sur du vent. Ce n'est que sur du vent. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, les infrastructures de base, c'est bien beau de faire des infrastructures de base, mais les infrastructures de base qui doivent tenir. La route au Bouya, Boundji, la route au Bouya, Boundji, au Koyo, frontière du Gabon. J'ai fait cette route-là. J'ai fait la route numéro 1. J'ai fait aussi la route du Mayombe aussi, de Dolisie jusqu'à Pointe-Noire. C'est bien beau, mais je pense que non, on pouvait faire mieux. Et jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a même pas une autoroute. Bouya n'a pas été capable, les grands travaux n'ont pas été capables de nous offrir même une autoroute dans notre pays. Ça, c'est inadmissible en plein 21e siècle. Le Congo, le réseau, d'ailleurs, il a dit dans son discours, nous allons continuer à le décortiquer, nous allons voir que la vétusté du réseau routier congolais, sur 15 000 kilomètres de voies routières, le Congo n'a bitumé que 10%. Voilà, à peu près 1500 kilomètres. Et tout le reste, c'est des pistes. Alors que non, aujourd'hui, la technologie est très développée, évoluée. Aujourd'hui, au lieu de privilégier les aéroports, qui, aujourd'hui, le transport aérien connaît un grand coût, aujourd'hui, non, on a préféré faire des aéroports partout. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les aéroports qui ne sont même pas fréquentés, et les aéroports qui demain qui sont appelés à se dégrader parce que voilà, on n'a pas prévu non plus le coût de l'entretien, de la maintenance des infrastructures aéroportuaires, et demain, ça sera encore préjudiciable pour notre économie. Voilà. À la place d'aéroports, au lieu de nous faire des autoroutes pour relier tous les départements du Congo entre eux et la capitale aussi, pour permettre une grande fluidité des marchandises, des déplacements et des biens. Non, on nous a fait des aéroports, on nous a vanté l'importance des aéroports, mais aujourd'hui, prenons le cas de l'aéroport de Lombo, mais l'aéroport de Lombo ne sert à rien, si ce n'est que le chef de l'État et de sa famille, quand ils sont dans la partie septentrionale, quand ils sont à Oyo, quand ils vont à Oyo, qu'ils prennent des avions, mais sinon, aucune compagnie aérienne nationale ne dessert l'aéroport de Lombo, ainsi que les autres aéroports, que ce soit l'aéroport de Djambala, ils ont fait à Sibiti, ils ont fait encore l'aéroport Djambala, Sibiti, dans d'autres chefs-lieux, les aéroports qui ne servent absolument à rien du tout, parce qu'à côté de Lombo, il y a l'aéroport de Wando, et ainsi de suite. Donc voilà un peu, c'était pas une bonne politique. Nous l'avons dit très bien que les grands travaux, c'était un concept noble, mais sur l'application, franchement, l'application, ça n'a pas été vraiment une réussite. Donc, nous appelons aussi à l'évaluation aussi de la politique des grands travaux. Donc, nous allons continuer. Il parlait de l'idée de la dégradation des réseaux routiers, la vulnérabilité de notre système d'entretien routier. Je l'ai dit, et l'intervention du génie militaire. Mais oui, effectivement. Aujourd'hui, nous avons une armée. Le Congo n'est pas agressé. Nous ne sommes pas en froid avec nos voisins. Je pense que le corps du génie militaire doit œuvrer. Pas que le génie, mais toute l'armée. On doit intéresser l'armée au développement du pays. L'armée congolaise aujourd'hui, l'État dépense beaucoup d'argent pour l'armée qui ne sert à rien du tout. La pauvre Ernest Sassou dépense. Le budget de la garde républicaine dépasse même le budget de l'éducation nationale et de la santé. Mais comment vous voulez que les choses changent? Comment vous voulez que le Congo puisse se développer si aujourd'hui, dans les secteurs qui sont clés, les secteurs porteurs d'avenir, d'espoir, sont abandonnés au profit de l'armée? Nous ne refusons pas. Moi, j'ai toujours dit, c'est de notre devoir d'avoir une armée solide, forte. D'ailleurs, j'avais même proposé, je le dis aujourd'hui, que non, de mettre en place un système de service militaire obligatoire comme en Israël. Je me suis inspiré du système de sécurité israélien. Je pense que non, dans le contexte géopolitique actuel, le Congo peut s'inspirer du système de défense israélien. Voilà, je trouve que c'est un système de défense très efficace, de mettre en place le service militaire obligatoire. Parce que je pense que dans cette proposition, cette proposition trouve son compte.
dans la mesure où, même au niveau, quand je vais embrayer aussi le problème de la jeunesse, mais il faut intéresser les jeunes. Il faudrait intéresser les jeunes aussi. Il faudrait mettre en place un service militaire obligatoire. L'amour de la patrie. Les Congolais aujourd'hui ont perdu l'amour de la patrie. Mais pourquoi? Mais c'est parce que ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui se comportent comme des étrangers. Ceux qui sont en responsabilité, ils nous montrent que non, ils ne sont pas Congolais, ils n'aiment pas le pays. Donc voilà un peu, nous allons